Bonjour alle gut, ich begrüße ich ganz herzlich an Numm vun Forum. Forum huet das Public Forum organisiert, weil man gemengt net fir wichtig an ochfle dringend fir iwwer den Sujet vun der Zivilgesellschaft ze schwätzen. Dir wisst, dass déi op viele Plätze nach vorgestalt als respektiv Missionen ha dunne so ganz klar sinn ha vis-à-vis vom Staat Probleme sinn an iwwer all die Sachen wollte mar haut schwätzen dafür so als Invité noch merci an de Isabel dat ganz animieren an bestimmte ganz viel wichtig Frohen dazu zu stellen hue schi nach enkling Präzision. Di wisst vielleicht doch net mit de Forum feiert das Jahr 50 Jahre. Also 50 Jahre, das net neicht hier so eng Zeitung geschmenge wie se umfangen huet kind sich könnte vorstellen, dass man giffen he stoen an so weil das lo 50. Anniversaire. Mir hunn an einer Projekten, die mach no werden publikmerchen ukënneschen an Zeitungen oder beisen Sozialresoen an mir sind natürlich ganz froh, wann der auch do könnt ich bedelechen, also schmengen das wirklich wichtig so ein Anniversaire an dieser Zeit zu feiern, mat all de Leute zu summen, diese Engagierenheit zu Lützeburg für, falls so weit es geht, dass man auch weiter können frei schreiben an denken. Vielleicht überlassen ich lo für das Ganze zu beschwätzen. Vielmals merci für die Aufhörung. Wir machen lo weiter auf Französisch und ich gebe dann dementsprechend doch so bonsoir et bienvenue au Public Forum organisé, comme vous avez entendu, par le magazine Forum. Moi, je m'appelle Isabelle Spigarelli, je suis journaliste au Tageblatt et j'ai le plaisir d'animer ce soir la table ronde Sans société civile, pas de démocratie. Pour en discuter, nous avons invité plusieurs représentantes et représentants de la société civile. On a avec nous Magali Paulus de Citizens for Ecological Learning and Living, SAL, David Hoffmann de Action Solidarité Tiers-Monde, ASTM, Michel Genet de Médecins du Monde et Marc Weiss des Lützeburger Guiden und Scouten. Bienvenue à vous toutes et tous. Notre discussion s'apparente à un voyage dans le temps. Nous reviendrons brièvement sur l'évolution de la société civile au Luxembourg. Nous parlerons de la situation actuelle dans un contexte de crise politique multiple et croissante. Et nous nous permettrons également quelques projections sur l'avenir. La conversation se déroulera principalement en français, mais nos invités, tout comme le public, sont bien entendu libres de s'exprimer aussi en luxembourgeois. Si quelqu'un a besoin d'une interprétation simultanée, je vous invite à vous asseoir près de Liliana Miranda du Forum. Vous voyez, elle est en train de lever sa main, qui vous accompagnera pendant la durée du panel. Cela vaut également pour la session des questions ouvertes à la fin de ce débat. Donc, nous commencerons par les bases et nous répondons à la question qu'entendons-nous exactement par société civile. Ce soir, nous nous baserons sur la définition suivante, la société civile comme un terme générique qui désigne toutes les formes d'action sociale menées par des individus ou des groupes qui ne sont pas gérés par les autorités publiques. L'histoire de ces organisations de la société civile remonte à loin au Luxembourg. Je ne vais pas citer toutes les organisations qui ont été présentes au Luxembourg, mais je vais retracer brièvement en me référant à notre panel d'aujourd'hui. Par exemple, le premier groupe scout luxembourgeois a été fondé en 1914 par un certain Joseph Tockert. La STM a été fondée en 1969, pour ne citer que les plus anciennes parmi les organisations présentes ici aujourd'hui. Le Grand-Duché compte plus de 8281 associations et 219 fondations rien qu'en 2021, ce qui illustre l'importance de la société civile au Luxembourg
Et l'engagement civique a donc une très longue histoire au Luxembourg, ce qui n'est sans doute une surprise pour personne ici ce soir. Et je prends cette occasion aussi pour demander à notre public de lever une fois la main pour nous montrer qui est engagé dans une organisation au Luxembourg, juste pour avoir une petite idée, ce soir, ok. Donc la plupart de notre public fait part de la société civile, c'est très bien, donc vous savez de ce que nous parlerons ce soir. Notre panel fait bien sûr aussi part de la société civile, d'où cette première question que je vais poser à tout le monde ce soir. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans la société civile et depuis quand vous le faites? On commence peut-être par David Hoffmann et puis on fait le tour jusqu'à la fin. Merci et bonsoir à tout le monde. Bon, excusez mon français parce que je suis pas francophone et c'était une longue journée déjà, donc à un moment donné, peut-être je vais switcher en luxembourgeois, mais ça, je peux encore répondre en français. Très bien. Donc, en fait, c'est mes parents qui étaient engagés dans une ONG depuis, en fait, que je me peux rappeler. Donc, mon père et ma mère aussi a fait des voyages avec une ONG luxembourgeoise au Chili, et ça, c'était depuis le plus petit âge un peu une mémoire imprégnante pour moi. Et après, un peu par hasard, j'ai fait un stage, ou pas par hasard, mais j'ai fait un stage chez Caritas pour quelques jours parce que bon, je voulais devenir musicien, mais les profs ont dit que peut-être c'est intéressant de faire des stages quelque part dans le milieu professionnel autre que le jazz au Luxembourg. Donc j'ai fait un stage auprès de la Caritas à l'époque, auprès du service pleinement responsable, où en fait, là pour la première fois j'étais confronté à des questions plus politiques, plus politisées, et ça m'a intéressé, fasciné. Par après, je me suis donné une année pour faire mon choix professionnel en faisant un service volontaire de coopération au Chili. Et c'est là, en fait, où la pauvreté cachée au Chili, parce qu'à l'époque, c'était un peu « le Chili est un miracle économique », etc., etc. Cette pauvreté cachée au Chili et cette destruction vraiment du néolibéralisme ou de la politique néolibérale au Chili, ça m'a fasciné. Donc mon entrée, c'est plutôt un peu intellectuel, dans le sens que ça m'a fasciné. Et après, je suis allé étudier des études de développement, et maintenant je travaille depuis 2 années pour la STEM. Donc je ne peux pas vraiment dire que j'étais engagé dans ma jeunesse dans une organisation, donc j'ai un peu un autre point d'entrée que celui peut-être de l'activisme ou de la participation dans des ONG vraiment déjà depuis l'âge d'adolescent. Bonsoir tout le monde. Donc moi j'ai commencé à m'engager au lycée en fait. On avait un groupe de Amnesty. Donc on faisait des gâteaux et on écrivait des lettres. On écrivait encore vraiment des vraies lettres, quoi, qu'on envoyait un peu partout. Et puis j'ai fait des études d'ethnologie, et puis tout le monde me disait « Oh là là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» Et en fait, je ne savais pas non plus. Et donc je suis partie en Amérique latine, voyager pendant 1 an. Et je me suis aussi, comme David, rendu compte aussi des méfaits du mode de vie que nous, on avait ici sur les populations donc, de ce sud global. Et je me suis dit, tiens, je veux vraiment faire quelque chose sur le terrain, lutter contre en fait, ce qui se passe, voir comment est-ce qu'on peut aider en fait, les populations du sud global. Et donc j'ai continué à faire un master en aide au développement et en urgence. Puis j'ai quand même travaillé pour un gouvernement, parce que je me suis dit, je peux aussi bosser pour un gouvernement. Donc j'ai travaillé pour un gouvernement communiste au Laos. Et voilà. Et puis après, j'ai continué à travailler dans la société civile, parce qu'effectivement, travailler pour un gouvernement, même s'il est communiste, n'était pas vraiment le plus intéressant.
Et puis voilà, et depuis je m'engage dans la société civile. Je peux pas vraiment m'imaginer travailler autre part. Pour moi, vraiment cette importance de ce contre-pouvoir est essentielle, et le fait de s'engager, d'avoir aussi, je pense que c'est aussi un privilège, je pense pour beaucoup d'entre nous, peut-être aussi de s'engager dans la société civile, et donc j'ai ce privilège-là, et donc pour moi c'est très important de continuer à m'engager. Voilà. Et j'ai travaillé pour vraiment beaucoup d'ONG. Je crois que j'ai fait vraiment pas mal le tour, et voilà, et je continue. Pas forcément de faire le tour, mais d'être là, quoi. Voilà. Bonjour. Voilà, je suis né dans une famille de scouts. Mes parents étaient scouts, et c'était évident pour tous les membres de la famille de suivre ce chemin-là. Mais c'était surtout évident de s'engager dans des associations et de s'engager bénévolement dans la société civile. Comme tous les scouts, ou la plupart des scouts, j'ai commencé en tant que louveteau à l'âge de 7 ans pour finir maintenant commissaire général du plus grand mouvement de jeunesse ici au Luxembourg. Mais c'était surtout la force de l'engagement scout qui m'a fasciné chez les gens que j'ai rencontrés dans le scoutisme. L'engagement pour un monde meilleur, le respect de l'autrui, et toutes les facettes qui s'ouvrent avec cet engagement, les facettes au monde qui s'ouvrent avec cet engagement qui m'ont amené à poursuivre ce chemin. Voilà. Bonsoir. Donc d'abord, je m'excuse de vous imposer le français. C'est moi, c'est ma faute. Je suis belge au Luxembourg depuis 1 an, mais j'examine le luxembourgeois demain, donc je ne la ferai pas très tard pour aller étudier. J'avoue qu'on a un cours 1 fois par semaine avec les collègues d'MDM, avec une très chouette volontaire qui a bien compris qu'il ne fallait pas être trop exigeant, donc on n'est pas très loin. Mais voilà, j'ai néanmoins examen, je rentrerai tôt pour aller étudier. Alors mon engagement à moi, je viens de Liège, j'ai une sœur qui était un peu la génération post-68A, donc ça s'est imposé assez naturellement de dire on va changer le monde, et je dois dire qu'à 60 ans, j'en suis très fier, c'est une grande réussite. Quand on voit le monde autour de nous, on a tout à fait réussi, je dois dire. Ce qui pose des tas de questions existentielles, mais je pense qu'alors ça devient un enjeu d'éthique personnelle de dire, voilà, je veux continuer à m'engager et je ne peux pas accepter le monde tel qu'il est. J'ai commencé dans le monde de l'entreprise. J'étais dans un gouvernement, moi c'était dans le monde de l'entreprise parce que je suis économiste et j'avais envie de passer par le monde de l'entreprise pour avoir plus de légitimité après, pour le critiquer et essayer de le faire évoluer. Et puis après j'ai fait 6 mois de Greenpeace, puis 8 ans de Crédal, qui est une organisation de crédit à l'économie sociale et de microcrédit. Puis je suis revenu à Greenpeace pendant 7 ans, j'ai fait un peu de politique, et puis MDM depuis 6 ans. Et ce que j'aime assez bien chez MDM, c'est qu'à la fois on agit, on est opérateur de soins, donc on vient en complément de ce que le système ne fait pas. Donc c'est une dimension de la société civile, et puis une dimension advocacy, donc vraiment plaidoyer. Et c'est une dimension qui me plaît aussi énormément, parce que je pense qu'effectivement, plus que jamais dans nos démocraties largement menacées, même si je pense que le Luxembourg fait encore un peu exception, mais on y reviendra, j'imagine, c'est essentiel de l'ouvrir et de dire non, ça ne va pas, et de s'opposer, d'essayer de faire bouger les choses. Donc cette double dimension-là reflète un peu finalement mon parcours. Crédal, c'était compléter ce que les banques ne faisaient pas. Greenpeace, c'est vraiment de l'advocacy, mener des campagnes. Et ici, MDM, on est vraiment à la frontière des deux, à la rencontre, au confluent des deux, et je trouve ça super important. Voilà. Merci à tout le monde pour les réponses. Après ce bref détour par le passé personnel de nos invités, nous revenons donc à l'histoire de la société civile au Luxembourg. Il n'est pas nécessaire de remonter très loin dans le temps pour constater des changements profonds au niveau politique. En 2023, une nouvelle loi sur les ASPL et les fondations a été adoptée. L'un des objectifs était, au moins en théorie, de simplifier les formalités administratives, mais son adoption a suscité de vives critiques de la part du secteur.
Et j'aimerais poser la question d'abord à Marc Weiss, mais bien sûr tout le monde est libre de répondre. Comment cette loi a-t-elle influencé la vie quotidienne au sein des associations de la société civile au Luxembourg? Il est vrai que j'ai entendu des gens rigoler dans la salle quand vous avez dit que la vision c'était de simplifier les choses. Bon, il est vrai que la nouvelle loi a suscité pas mal de critiques, surtout auprès des petites associations qui travaillent avec des bénévoles. Les gens s'engagent dans le bénévolat parce qu'ils croient en leur cause, parce qu'ils veulent s'activer pour la cause dans laquelle ils croient et pas être confrontés à des formalités administratives énormes. C'est un peu ça qui a suscité, je crois, les problèmes, mais aussi le fait, si on se met dans un petit club, dans une chorale, dans n'importe quoi, comme petit club de bénévoles, on est content quand on a trouvé un trésorier, un secrétaire qui assure le quotidien. Et si à ce moment-là, ils doivent se mettre aux formalités de tout refaire, c'est pas très facile. Même chez nous, chez les scouts, on était jusqu'en 2024, on était une simple association de fêtes, donc il fallait faire tous les travaux, et même pour nous et pour nos groupes locaux, c'était beaucoup de travail pour faire ça. Mais je crois que le problème est qu'on vit dans une société où on exige que tout soit réglé, que tout soit réglementé, que les responsabilités soient claires. Donc c'est un peu une arme à double tranchant. On veut cette assurance, cette sûreté que tout soit réglé d'avance, et d'un autre côté, on doit payer les bénévoles, ou ceux qui s'engagent payent un prix. Et voilà, et le problème, c'est de trouver le juste équilibre, je crois. Je pense qu'un des soucis, c'était aussi que, de nouveau, ça s'est fait en ne concertant pas la société civile, ou très peu. Donc on prend des décisions sans connaissance de cause, sans prendre en compte tout ce qu'il faut faire. Et je pense que aussi les ASBL qui sont plus grandes, qui se professionnalisent, qui ont de l'argent aussi de l'État. Je pense nous sommes tout à fait conscients que nous devons être redevables vis-à-vis de l'argent des contribuables. N'oublions pas non plus que c'est notre argent finalement avec lesquels on travaille, c'est l'argent des contribuables, l'argent de l'État. Et donc, nous n'avons jamais été contre le fait de travailler de manière professionnelle, de faire attention, d'être redevable vis-à-vis de des fonds qu'on peut recevoir. Mais de nouveau, on se cache beaucoup derrière des histoires de blanchiment d'argent, de lutte contre le terrorisme, et on cadenasse un peu cette envie aussi de s'associer, d'agir collectivement, de faire ensemble. Et donc, on rend tout de plus en plus compliqué. Et puis, le résultat que ça a, c'est que de moins en moins de gens s'engagent, ont envie de prendre des responsabilités aussi, parce que ça leur fait peur, et c'est compréhensible aussi. Et voilà. Oui, David me donne l'impression qu'il veut dire quelque chose aussi. Je pense aussi que c'est vrai que nous étions dans le cadre de votre show, nous avons travaillé sur le dossier, mais je veux peut-être placer une petite anecdote piquante, dans le sens que j'ai vu il y a quelques jours une vidéo de notre Premier ministre qui promeut l'intelligence artificielle, avec tout un vidéo. Bon, on peut le trouver comment... ouais, c'est du goût personnel, mais
dans le cadre de cette vidéo, il y a toute une promotion de cette intelligence artificielle et tout ça, mais apparemment, on n'est même pas capable de créer un registre de commerce ou des sociétés où la simple entrée de quelques noms qui figurent comme membres du CA dans une organisation soit un peu plus accessible ou facile pour les associations. Et je suis depuis un moment aussi membre dans cette ONG où mes parents étaient engagés ou sont encore engagés. Et c'est une organisation avec presque que des bénévoles. Et je crois que notre trésorier ou responsable des statuts, etc., il a dit que si je dois encore une fois téléphoner à ce registre de commerce, je vais arrêter. Donc, et juste pour mettre ça un peu en relation, je pense que là, il y a vraiment du chemin à faire. Oui, pareil, je vois aussi les allers-retours. J'ai de la chance d'avoir un bénévole qui s'occupe de ça, qui commence tout doucement à se fatiguer des allers-retours avec ce registre et des documents à donner. Mon président est quelqu'un qui est très impliqué professionnellement, qui dit « Ouais, je dois passer à la commune pour avoir le certificat de je sais pas quoi ». On a un peu l'impression que c'est beaucoup. Et moi, ce qui me dérange aussi, c'est que c'est très fort calqué sur les entreprises, alors qu'on est quand même différents. On veut se professionnaliser à des échelles différentes. Je pense qu'on peut avoir un niveau d'exigence vis-à-vis de nous qui doit exister, parce qu'effectivement, comme Magali le dit, c'est l'argent public. Mais le calque sur les entreprises, moi, me dérange un tout petit peu. Et puis les exigences me semblent parfois effectivement un peu démesurées. Alors ça n'empêche que le Luxembourg reste un pays où il y a énormément de bénévoles. Je crois que proportionnellement, on est les 3e au niveau européen, un truc comme ça, ou même plus, je crois. Donc ça reste considérable. C'est des gens qui ont tous plutôt, qui sont plutôt à la retraite, mais ça reste considérable. Et il ne faudrait pas freiner ce mouvement-là, ni non plus freiner des jeunes qui voudraient s'engager, créer d'autres types d'initiatives, parce que je crois que ça fait vraiment le ciment d'une société, et on ne le dit pas assez, et on ne l'encourage pas assez, mais sans le bénévolat, je pense que notre société et des tas d'autres sociétés seraient vraiment en difficulté. Donc il ne faut pas qu'on scie la branche sur laquelle, sans s'en rendre compte, parfois, la société est assise. Merci beaucoup. On va passer par un autre événement récent, mais déjà historique, et c'est le scandale Caritas en 2024. Le Luxembourg a été ébranlé par cette affaire, comme vous le sachiez, où plus de 61 millions d'euros ont été détournés entre février et juillet 2024, impliquant notamment des transferts frauduleux vers des comptes en Espagne. Ici, j'aimerais aussi poser encore une fois une question à notre public qui est prié de répondre par oui ou non. Vous pouvez crier dans la salle. Est-ce que le scandale Caritas a-t-il influencé négativement votre opinion sur la société civile luxembourgeoise? Non? Ok, on est d'accord là. Alors, merci pour cette intervention. Et j'aimerais passer la parole à Michel Genet. Comment ce scandale, ou un scandale en général d'une telle ampleur, influence-t-il l'ensemble de la société civile luxembourgeoise à l'intérieur? Alors moi, je suis arrivé en fin août 24, donc on m'a dit, tu as entendu parler du scandale Caritas, donc j'étais pour rien, parce que je suis vraiment arrivé après. Et donc en fait non, c'est assez marrant, mais ça a peu dépassé les frontières, alors que quand on voit l'échelle du scandale, c'est évidemment sidérant, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Et donc on a eu très très peur, effectivement, quand on a fait notre campagne juste après de fin d'année, comme on fait chaque année, on s'est dit, oulala, comment ça va se passer? Et en fait, ça s'est pas mal passé, avec un argument qu'on peut comprendre, mais qui n'est pas toujours facile à accepter, c'est de dire, vous occupez des gens ici, donc on vous soutient. Et donc à la fois, c'est très bien pour nous, c'est très bien parce que c'est prendre acte du fait qu'il y a aussi une pauvreté au Luxembourg, mais c'est aussi un peu embêtant parce que je pense que la solidarité internationale, elle est aussi plus que jamais nécessaire. Donc ça, c'est une première réaction. La deuxième réaction, c'est qu'on s'est attendu à ce qui est quand même, mon voisin parlait de régulation, justement, un regard plus scrutateur sur nos comptes, etc. Jusqu'à présent, on ne l'a pas connu, si ce n'est effectivement avec la nouvelle loi, mais pas au-delà de ça.
peut-être parce que je crois que c'est effectivement un accident qui aurait jamais dû se passer, ça c'est une évidence, et que tous les, comment dirais-je, tous les murs qui devaient le contrôler ont tous explosé, on ne sait pas très bien pourquoi, mais je crois que c'est vraiment très, très propre à une conjoncture particulière à Caritas. Et heureusement, j'ai pas le sentiment que ça a eu un impact sur les autres associations, en tout cas sur MDM, pas vraiment, et donc on ne peut que s'en réjouir, qu'effectivement le public dans son ensemble se dit, il y a un scandale, mais c'est pas pour autant que tous les gens de la société civile sont des farfelus qui gèrent n'importe comment, etc., quoi. Et je pense qu'il y a même eu un impact positif parce que la société civile organisée s'est mise ensemble. On a créé Vocho, donc, qui est une sorte de plateforme avec plein d'organisations de la société civile pour apporter cette voix, parce qu'on ressentait quand même beaucoup le discours qui venait des politiques était quand même très, très négatif vis-à-vis des organisations de la société civile suite au scandale aussi de la Caritas. Parce que quand on regarde Monsieur Frieden, quand il y a eu la grande crise des banques, il n'a pas parlé comme ça des banques que comme il a parlé des organisations de la société civile. Et donc on s'est mis quand même ensemble, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose de vraiment très important, où on s'est vraiment dit il y a un vrai souci sur la manière dont on parle de la société civile, dont les politiques se positionnent vis-à-vis de la société civile organisée, et donc on a réussi quand même à mettre en fait aussi ces voix qui sont des voix politiques aussi, parce qu'il y a tout le volet aussi du plaidoyer politique qui a sauté en fait dans la Caritas. Donc on a mis en place un prestataire de services pour remédier en fait au service que Caritas faisait aussi au Luxembourg. On a laissé couler la solidarité internationale et le plaidoyer politique. Et donc pour nous, organisations qui sommes engagées dans le plaidoyer politique, c'était vraiment un moment très important pour nous positionner, et pour nous positionner aussi vis-à-vis de la démocratie et vis-à-vis d'une démocratie vivante qui a besoin en fait de ce contre-pouvoir, de ces voix diverses pour s'engager, pour parler, pour amener aussi les questionnements et aussi des solutions, parce qu'on ne peut pas juste toujours rester dans le on a cet état providence et on ne met pas en question comment on fonctionne, on va pas aux racines et aux causes en fait des problèmes dans lesquels on est dans notre société. Pour moi, ce qui m'a frappé, c'est le scandale Caritas. C'était un acte criminel, on peut le juger ou pas. Pour moi, ce qui m'a frappé, c'était ce qui suivait par après. C'était la position de l'Église, c'était la position du gouvernement, où on avait l'impression que personne ne veut maintenant prendre ses responsabilités. Et c'est ça qui m'a frappé par rapport à un organisme qui a quand même, depuis des décennies, un vrai rôle important dans la société luxembourgeoise, qui est ancré dans la société luxembourgeoise et qui a joué un rôle énorme dans la société civile et dans ce qu'ils font. Merci pour cette contribution. Je reviens vers Magali parce qu'elle a déjà nommé la plateforme Vocho à plusieurs reprises. Pour les personnes qui ne sachent pas de quoi il s'agit, Vocho est une plateforme de la société civile qui s'est regroupée en 2025 pour former Vocho, effectivement. Donc, une des organisations a été celle, et l'idée est de mettre en avant le collectif destiné à mieux fédérer les organisations et à défendre l'espace civique, notamment face aux restrictions politiques ou administratives potentielles. Magali, quel rôle une telle plateforme peut-elle jouer pour renforcer aussi le dialogue entre le gouvernement et la société civile ? Je pense que ce qui était très important pour nous, quand nous nous sommes mis ensemble, c'était le fait aussi de s'échanger sur tout ce qui se passait, comment on vivait les relations aussi avec les ministères, notamment avec le gouvernement, et de voir un peu pour toutes ces voix diverses qui sont composées de la société civile, d'essayer de les mettre ensemble en une voix qui est très forte et qui
qui est audible aussi. Parce que si chacun parle en son nom sur ses problématiques ou sur ses sur ses contextes, sur ses problèmes aussi, ses défis. Finalement, on ne voit pas le big picture. Et le fait qu'on puisse se mettre ensemble, qu'on puisse, on a commencé à réfléchir ensemble, à partager aussi les expériences qu'on avait, et puis à partir de là, on s'est dit ben voilà, en fait finalement, on fait tel et tel constat, donc pour remédier à certaines choses, on développe des plaidoyers, des revendications sur certaines choses, et donc on a pu voir le Premier ministre très rapidement, et puis développer un plaidoyer aussi sur différentes restrictions de l'espace civique, notamment aussi le Platzverweis, le Platzverweis renforcé notamment, et on a eu aussi quand même une victoire. Parfois on oublie un peu de fêter nos victoires. C'est que finalement avec l'avant-projet de loi rassemblement, il a été complètement retiré après, parce que la première mouture elle était vraiment catastrophique, et donc on est allé voir le ministère des Affaires intérieures, et maintenant finalement le projet de loi est complètement partie de la table. Donc c'est vraiment important. Je pense que pour nous, ce qui est vraiment très important, c'est le fait d'agir de manière collective, d'agir de manière solidaire les uns vis-à-vis des autres, et voilà, et ainsi de porter les différentes voix et de s'entraider aussi entre nous. Je pense que cette idée de solidarité et d'entraide aussi entre les organisations est très importante aussi. David, tu veux compléter ? Oui, je pense que en fait, là, on passe peut-être un peu trop tôt vers le futur, mais si on parle du rôle de votre show, je crois que la plateforme ou le collectif, ou je ne sais pas comment on l'appelle entre-temps, mais... Plateforme collective. Okay. Je crois que le rôle est aussi politiser un peu le contexte luxembourgeois dans le cadre des associations et du secteur associatif. Parce que je pense qu'il reste encore pas mal de confusion au niveau de politiquement neutre, dans le sens de ne pas appartenir à un parti politique ou ouvertement s'associer avec un parti politique, et le fait de prendre une position politique par rapport à sa cause. Donc, on entend encore pas mal des phrases du type ben non, en fait, nous, on va pas signer ce communiqué, ou on veut pas, ou je ne sais pas, on veut pas être associé parce que nous sommes politiquement neutres. Et je crois aussi dans le cadre de la loi SPL, où quelque part, il y a même dans les statuts parfois des phrases « nous sommes politiquement neutres ». Et je pense que dans la plupart des cas, dans le secteur associatif, de la solidarité internationale évidemment, mais aussi dans le secteur environnemental, social, etc., je pense qu'en fait, il faut prendre des positions politiques parce que tout est maintenant politisé, et je pense que si une fois on arrive à un peu montrer la concentration entre pouvoir économique, pouvoir politique, on va très vite constater que tout est politique. Tout est un choix politique ou une décision politique ou même idéologique, ou l'idéologie derrière la politique. Et donc, je pense votre show, peu à peu, peut jouer ce rôle de dire, en fait, nous, on essaye de défendre déjà l'espace civique, nos valeurs en commun, etc. Et ça, je pense, au niveau luxembourgeois, il y a aussi là encore un peu de chemin à faire. Et je pense qu'on est dans un monde aussi où on ne peut plus être neutre, tout simplement. Je pense que la neutralité n'est plus une option. Alors... Non, voilà, elle n'existe pas. Elle existe. Je peux y aller ? Mais donc, effectivement, je pense qu'on ne peut pas faire autrement aujourd'hui, plus que jamais, que de ne pas être neutre.
C'est même pas le regard extérieur de Belges nouveaux dans la société luxembourgeoise, mais c'est aussi notre directrice des programmes de soins qui dit ça. Mais on a quand même le sentiment aussi, en tout cas dans le secteur qui est le mien, c'est-à-dire le socio-sanitaire, d'associations qui sont très fortement subventionnées. Et on sent parfois un peu une réticence à trop l'ouvrir, pour reprendre ce terme-là. Et donc souvent on se tourne vers nous en disant, mais vous pouvez y aller, ou parfois on nous reproche aussi de dire, oui, mais vous faites du lobbying, etc. Et donc je pense que c'est un vrai enjeu. Donc votre show, à mon avis, vient bien à point. J'ai raté sa création, je venais d'arriver, mais pour justement dire, on a une voix à exprimer, on est des citoyens, et effectivement, plus que jamais, quand on voit la dérive des sociétés, les guerres culturelles qui sont menées un peu partout, et pas encore au Luxembourg, et ça quand même, on a un espace privilégié pour ça, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des raisons de se battre et des libertés à maintenir. Je pense que c'est vraiment essentiel que cette voix politique, on la porte. À Médecins du Monde, notre pratique, c'est de dire, on dit ce que nos bénéficiaires nous disent. En fait, on ne porte pas un message qui n'est pas en lien avec les opérations qu'on fait avec nos bénéficiaires. Mais je pense que tous, on a des pratiques avec justement nos bénéficiaires qui sont d'une manière ou d'une autre victimes du système tel qu'il est, etc. Et que du coup, on peut mettre le doigt sur des choses à améliorer. Et c'est notre rôle aussi de société civile. Et cet espace démocratique, on doit tout faire pour le préserver, c'est une évidence. Moi, je crois qu'à partir du moment où on partage des valeurs et où on veut les faire entendre, ces valeurs, où on se bat pour ces valeurs, à ce moment-là, on fait un acte politique. Moi, je crois qu'on ne peut pas vivre dans une société en tant qu'association sans avoir cette notion d'engagement politique. Qui n'a rien à voir avec les partis politiques. Il faut faire, je crois. Et voilà. Oui. Venons-nous-en maintenant au présent. On a parlé beaucoup du passé, mais maintenant on parle du présent et il suffit de jeter un œil aux médias pour s'en rendre compte. Le monde est en feu, effectivement. Il y a de la guerre en Ukraine, il y a de la guerre dans la bande Gaza, en Iran. La situation s'aggrave de plus en plus. Dans le même temps, les ONG du monde entier font état d'une réduction des fonds un peu partout. La STM, de son côté, continue son travail politique, interpellant les personnes en charge sur des enjeux sociaux, environnementaux et économiques. David, comment les crises internationales influencent-elles la collaboration avec vos organisations partenaires et quelle est son importance dans la lutte pour la démocratie à l'échelle mondiale ? Je pense que en fait, les crises internationales ont un impact très concret parce qu'ils sont en train de déstabiliser, disons, un certain ordre qui existait, au moins dans certaines parties du monde. Et avec notre système mondial globalisé, interconnecté, et surtout notre économie globalisée, j'ai l'impression que les crises mondiales, pour l'instant, ont un effet, ou au moins un effet principal, et ça c'est que le secteur privé et les forces politiques qui sont, ou qui se sentent responsables pour faire tourner l'économie, ils reçoivent en fait pour le moment carte blanche pour faire tout, et ça, dans nos pays partenaires, ça se traduit dans un espace civique rétréci, ou un rétrécissement de l'espace civique qui rend très très compliqué le travail de nos partenaires sur le terrain. Surtout, je prends le cas de la STM, on a une série de partenaires où la majorité de nos partenaires sont des organisations avec une voix politique forte dans leurs différents contextes. Donc, bon, ils étaient toujours en partie déjà harcelés, menacés, etc., à cause de leur travail de plaidoyer et à cause de leur travail d'essayer d'affecter un changement social, etc. Mais là, maintenant, depuis une partie d'année, ça devient, je crois, vraiment difficile. Je pense notamment aux collègues qui s'occupent des programmes Sud, qui voient leurs collègues ou leurs pendants être
menacés, comment dire, à mort Tué. Donc, et donc ça, c'est déjà un aspect. L'autre aspect, c'est vrai que les crises géopolitiques, donc telles que bande de Gaza, maintenant l'Iran, etc., je pense qu'ils ont suscité des réactions auprès de surtout nos dirigeants politiques qui ont fait un effet très néfaste sur le multilatéralisme, les valeurs de la démocratie, les valeurs universelles comme les droits humains, etc. Donc en fait, des réactions politiques vis-à-vis de ces crises n'étaient pas des réactions où on dit en fait là on a besoin de plus de droits humains, de plus de protection, de défenseurs non, c'était des réactions pas très courageuses du type en fait on va se contenter avec des statements qui vont pas nommer les responsables et qui vont pas condamner des actes de violation de droits humains et du droit international. Donc à ce qu'on assiste pour le moment, je pense c'est une vraie délégitimation aussi de ce cadre qui est déjà depuis quelques années en vraie crise financière. Donc à cette crise financière du type tous nos pays voisins ont coupé énormément l'aide publique au développement dans les dernières années. Le Luxembourg, pas encore, mais juste ce matin, j'étais à la Chambre des députés dans le cadre de la Commission des affaires étrangères où nous avons la peur que le Luxembourg va abandonner le principe d'additionnalité. Et ça, c'est pas parce que... c'est aussi à cause de raisons probablement économiques du type on n'a plus de budget et on veut encore investir 5% dans les défenses, etc., etc. Donc, je pense que les crises internationales ont vraiment bouleversé le peu d'ordre. J'aime pas trop ce mot parce que l'ordre était aussi influencé du colonialisme, etc. Mais ce peu d'ordre et les réformes qu'au niveau humanitaire, développement, etc., on a mis en place pendant les dernières 2-3 décennies, en fait là il n'en reste pas vraiment beaucoup. Et bon, pour revenir sur nos partenaires, et comme dernière remarque, je pense que la collaboration avec nos partenaires est très importante parce que eux, comme j'avais dit, ils ont déjà assisté à ce genre de bouleversement de leur ordre, de leur société. Donc, le Sud global était vraiment loin d'un ordre, disons, dans la plupart des contextes, et ça depuis des décennies. Donc, je pense qu'en fait, on peut apprendre de nos partenaires de vivre et de travailler dans cette incertitude politique, de travailler avec ces menaces politiques qui, si on ne fait pas attention, aussi vont se développer à un moment donné ici au Luxembourg. Je vous laisse compléter. Juste pour dire aussi que effectivement cet enjeu du financement pour une organisation internationale comme Médecins du Monde est vraiment dramatique. Il y a eu l'effet Musk-Trump aux États-Unis, mais c'était suivi de l'effet au développement anglaise, l'aide au développement allemande, l'aide au développement française, l'aide au développement belge, où tout le monde, à la fois à cause de crise budgétaire et à la fois parce qu'il faut investir dans la guerre, il faut s'armer, etc., font en sorte que vraiment il y a énormément d'organisations humanitaires qui ont dû licencier des gens. Il y a une forme de crédibilité des ONG partout où elles sont qui est posée. Donc effectivement, on a un tournant assez dramatique. Nous, MDM Luxembourg n'est pas actif à l'international, se pose la question depuis très longtemps, de manière un peu plus aiguë ces derniers temps, parce que tout le réseau MDM se tourne vers nous en disant bon, le Luxembourg, espérons que ça sera, on doit vraiment se battre pour que ça soit préservé, c'est quand même un des seuls pays qui consacre 1% de son budget à l'aide au développement, ce qui est assez unique. Il faut à tout prix qu'on le préserve, parce qu'effectivement les besoins ne vont pas diminuer, que du contraire, dans un monde de plus en plus dérégulé. Là on parle évidemment on reparle de la bande
de Gaza, pas assez. On parle évidemment de l'Iran, mais Cuba est dans une situation catastrophique, vraiment catastrophique. Et on est au bord du collapse. Et nos collègues espagnols disent on a fait une mission d'exploration au mois de novembre, mais il n'y a personne pour nous financer. Il n'y a personne pour financer vraiment Alors, le système médical cubain est assez bon, mais il doit être en forte difficulté pour financer des activités là-bas à Cuba. Et tout le monde a l'air de tourner le dos. Tout le monde, surtout, ne veut pas mécontenter les humeurs de Donald Trump. On est quand même réduit à bien peu de choses aujourd'hui, sans parler du droit international, etc. Et même si, effectivement, comme David le disait, l'ordre mondial avant ça était très, très déséquilibré, là, on est en train de le regretter en se disant c'était quand même encore un peu mieux avant. Donc, on est à un moment assez crucial au point de vue international. Et donc, cet havre de paix que constitue le Luxembourg sur ces questions-là, on doit vraiment être attentif à ce qui ne dérive pas non plus, justement, et à ce que, à la fois, la qualité démocratique, mais aussi l'engagement international soit maintenu ici au Grand-Duché. Est-ce que je Oui, peux encore bien sûr. juste compléter, parce que je l'avais noté et je voulais le dire, parce que on parlait de condamnation dans le cas de violation de droit international ou de relativisation de droit international, et parfois on pense que ça reste très loin, mais la semaine passée dans le Land, il y avait cet article avec ce titre génial, entre guillemets, de « Le droit international, oui, mais ». Et c'est une remarque qui a été faite par un député luxembourgeois dans le cadre d'un débat parlementaire ici au Luxembourg. Et ce n'est pas le parti le plus à l'extrême d'un côté du spectre politique. Donc, c'est juste pour illustrer qu'on l'observe déjà depuis un certain temps au niveau européen. Ça, c'est clair, mais ça, c'est aussi un ensemble de pays qui ont toute une difficulté de mettre d'accord sur plein de choses. Mais là, on voit une vraie relativisation rhétorique de quelque chose où, il y a quelques mois, tout le monde au Luxembourg, où tous les politiciens étaient, oui, droit international, on défend les droits humains, même si déjà dans plein d'actions, c'était pas cohérent, mais au moins rhétoriquement, ça a été un peu maintenu, cette défense du droit international, etc. Mais là, si on entend ce genre de remarques par un député, je trouve ça très inquiétant. Et puis je voudrais aussi parler de l'environnement. Hier, moi, j'ai passé le week-end à Lyon. Il faisait 20 degrés hier à Lyon. Tout le monde était en t-shirt. On était le 8 mars. Alors, chaque année, le 8 mars, il fait plutôt beau. C'est le jour de la manif. Mais néanmoins, quand même, 20 degrés, c'est quand même un peu beaucoup. Quand je suis rentré à Bruxelles jeudi soir, tout le monde était en terrasse un 6 mars. Et ça, l'environnement, personne n'est mieux placé que moi pour en parler, Magali, mais plus personne n'en parle de trop, en fait. Il y a des incidents météorologiques qui se multiplient partout, mais plus personne n'en parle de trop. Comment dirais-je, drill, baby drill, de Donald Trump, et tout le monde s'en accommode très très bien. Et évidemment, on n'a pas d'argent pour le climat, parce qu'il faut mener la guerre, etc. C'est assez catastrophique d'avoir non seulement l'immédiat, mais cet arrière-fond de changement climatique avec des avalanches en France, etc. Et là, personne n'en parle, personne n'ose prendre ce problème à bras-le-corps. Merci Michel pour l'introduction, parce qu'en fait je voulais parler aussi de cette crise. C'est très très bien, merci. Je voulais en fait parler aussi de la crise environnementale qui continue également à s'aggraver, comme Michel vient de résumer. Et on a vu parallèlement que le Parti des Verts a notamment perdu du terrain dans tout le monde, mais aussi au Luxembourg, où il s'est retrouvé dans l'opposition lors des élections nationales de 2023. De plus, le Luxembourg a déjà atteint son overshoot day en février cette année, donc nous avons désormais épuisé nos ressources renouvelables. Mais dans le même temps, les climato-sceptiques dominent régulièrement les discours sur les réseaux sociaux et mènent parfois même des nations, comme le président Donald Trump aux États-Unis. Les contre-mouvements proviennent en partie des personnes jeunes, des jeunes générations qui se sont mobilisées en faveur d'une politique climatique ambitieuse, notamment par exemple lors des manifestations Youth for Climate. Mais j'aimerais poser à Magali la question:
quels sont aujourd'hui les plus grands obstacles pour mobiliser encore les communautés autour de la transition écologique si on a tout ce background en tête? C'est tout ce background, c'est le focus sur la guerre, sur soi, je pense qu'on a eu un gros coup aussi avec Covid, par exemple, où chacun un peu se recentrait un peu sur soi et bien sûr disait oui, j'aime beaucoup la nature, j'aime bien me promener dans la forêt. Même nos politiciens aiment bien se promener dans la forêt, mais on ne pose pas les questions comment va notre forêt et comment est-ce qu'on vit. Et le fait, tu l'as dit, je pense qu'on on vit au dos des populations du Sud global et de tout le monde déjà maintenant. Et je pense qu'il y avait eu effectivement avec les mouvements de jeunesse, avec les initiatives citoyennes, dans les transition towns et tout ça, il y a eu des vrais mouvements de fond, de base, où les personnes se mettaient ensemble, créaient des coopératives énergétiques, des coopératives alimentaires, et puis les personnes se mobilisaient, faisaient des choses et continuent aussi de le faire. Mais nous, on constate quand même beaucoup que il y a de plus en plus de désespoir aussi des citoyennes et des citoyens qui agissent, qui font des choses, et que finalement le politique, l'économique, on continue de vivre comme avant, on ne le prend pas en compte, on dit oui voilà, on fait des PNEC et des plans climat et des plans adaptation et plein de choses qui sonnent très bien, mais qui sont creux finalement beaucoup. On ne met peu d'objectifs ambitieux, il n'y a pas vraiment de vraie redevabilité aussi de ces plans de communication sur comment est-ce qu'on avance sur les objectifs qui sont peu quantifiables. Et donc les citoyennes et les citoyens qui se sont engagés, qui ont commencé à faire des choses, finalement aussi se retrouvent beaucoup dans des situations où voilà, il n'y a pas d'action non plus qui suivent par le politique et l'économique, et on sait que les individus peuvent faire très très peu finalement pour vraiment avoir un véritable impact. Et si le politique et l'économique qui peuvent agir ne suivent pas, à un moment donné, les gens se disent aussi, mais qu'est-ce que moi je continue à m'embêter ? Pourquoi est-ce que je prends le train pour aller je sais pas où, si maintenant on envoie 3 missiles qui utilisent autant de CO2 que, je sais pas, 3 pays en Afrique subsaharienne. J'exagère peut-être, mais et aussi les discours aussi qui changent, parce qu'à un moment donné on continuait de parler plus aussi du climat et de l'environnement, et maintenant il y a surtout du gros green du bashing sur les jeunes qui s'engagent, les personnes qui s'engagent pour vraiment faire changer des choses. Et aussi, bien sûr, toute l'idée aussi de la croissance verte, qui est aussi quelque chose de pas vraiment très, très logique, qui n'existe même pas. Mais on continue de vouloir prôner ce type de... Voilà, on peut continuer à vivre comme on a toujours vécu, en peignant un peu en vert. D'autres choses, on les peint en rose ou en violet. Et donc, on continue de peindre sans vraiment aller au fond et aux raíces. Les racines, en fait, des causes, des problèmes de ce... de ce système capitaliste, patriarcal, militarisé dans lequel on est. Je me suis perdue un peu maintenant, je crois, dans mon... Mais voilà, je pense que c'est tout. Ouais. Donc oui, c'est compliqué. Mais on continue, voilà, on ne va pas non plus arrêter, mais oui, voilà, on continue. Il faut continuer à avoir de l'espoir, mais c'est comme dit, c'est difficile parfois de susciter encore l'espoir et l'envie aussi de s'engager. Et puis voilà, c'est bien d'aller aussi en forêt. Notre ministre Issou, il va dans la forêt, il plante un arbre, il est très content. Et donc c'est très important aussi qu'il le fasse, mais voilà, ça suffit pas. Peut-être pas pendant les démonstrations, mais je crois que Marc voulait ajouter quelque chose encore. Oui, je crois que quand même, tu as totalement raison, mais je crois qu'il faut quand même un peu avoir confiance dans les générations futures et dans nos jeunes. Là, je suis à la tête d'un mouvement de jeunesse où je remarque quand même que
que la transition climatique, avec tous ces problèmes, que c'est la préoccupation majeure des jeunes et des questions qu'ils se posent. Et c'est quand même ces problèmes-là qu'il essaye quand même de faire quelque chose et de se mobiliser contre ça. Bon, ils ne sont pas toujours entendus, mais ce sont les générations futures qui... Oui, mais c'est pas eux qui ont la responsabilité non plus. Donc c'est ça aussi. C'est aussi les responsables qui doivent agir. Donc oui. On ne peut pas mettre la pression sur la jeunesse en disant voilà, c'est eux qui vont maintenant agir et qui vont faire. Non, on se comprend, on est d'accord. Oui. Hein, c'est super important et je pense que on l'a vu aussi avec Fridays for Future, Youth for Climate. Il y a eu une vraie impulsion aussi qui a été donnée. Et je pense que le Green Deal au niveau européen, il n'existerait pas s'il n'y avait pas eu la jeunesse qui était descendu dans la rue et qui a donné ses impulsions. Voilà, mais super, bravo la jeunesse, merci la jeunesse, soutenons la jeunesse et prenons nos responsabilités aussi en tant que société et personnes d'un certain âge. Oui. Juste pour dire que oui, je pense qu'un peu partout 2019 a été un peu le climax, le cas de le dire, du mouvement climatique qui a engendré effectivement le Green Deal européen et puis tout le monde s'est dit bon maintenant c'est réglé, c'est bon, c'est fait quoi. Et je pense qu'en tant qu'être humain on est tellement peu habitué à quelque chose qui a un côté irrémédiable, irrévocable, c'est dur à dire, mais c'est pourtant le cas, et que c'est un combat permanent, on est tellement peu habitué à ça. Alors je vais un peu parler contre ma chapelle, puisque je suis quand même un ancien de Greenpeace, mais je trouve que les entreprises, il y a énormément de greenwashing, on est d'accord, mais elles ont tendance, par rapport aux politiques, à s'inscrire dans un mouvement un peu plus long, et que du coup, elles lancent quand même des initiatives en matière de développement durable qui sont largement insuffisantes, mais qui ne sont pas inintéressantes. Et moi, je me retournerai davantage vers les politiques, et notamment la Commission européenne, qui revient tout à fait sur le Green Deal pour le déverdir complètement, en disant, mais purée, on a besoin de constance, de continuité. Les entreprises, pour leurs investissements, etc., c'est souvent des choses à long terme, à moyen ou long terme, et les politiques, finalement, ne suivent pas. Donc effectivement, peut-être qu'on peut aussi parfois, pas sur toutes, mais s'appuyer sur cette nécessité économique pour les entreprises de s'inscrire dans le long terme, trouver des alliés, les boîtes de réassurance par exemple, quand on voit toutes les catastrophes naturelles, elles se disent oulala, on va jamais tenir, etc. etc. Mais c'est vrai que pour le moment c'est un peu compliqué, c'est sûr. Oui, David. Permettez-moi une dernière remarque par rapport, comme on est invité par un média et modéré par une journaliste, je pense à un élément qu'on a encore un peu oublié, c'est les médias et la consommation aussi des médias et des nouvelles et du savoir, etc. Et aussi pour sortir un peu une anecdote, je pense que la dernière semaine, j'ai vu probablement au moins 30 différents articles sur les vols de rapatriation. Il n'y a que 4 ou 5 pour le moment de nos co-citoyens luxembourgeois à Dubaï, etc. Et c'est incroyable le peu, disons, d'informations qu'il y a là-dedans sur ces news, apparemment news. Je suis absolument pour le rapatriement et surtout qu'ils n'y retournent pas. Le sauvetage là, de mes concitoyens. Mais c'est quand même impressionnant quel type de... Parce que ça doit générer des clics, surtout dans le cas des médias online et la diffusion online, parce que sinon... il ne ferait pas un 3e, 4e, 5e article sur exactement la même chose qui est plus ou moins clair et très simple, disons. Et pourtant, dans plein d'autres sujets, on n'arrive plus à consommer, comprendre un peu cette complexité qui existe dans nos sociétés et avec ces problèmes dont on vient de parler. Donc, je pense là il y a aussi un très grand écart entre le fait que oui on est
primed, comment dire, ou nudged. On est incité à consommer tous ces trucs et c'est tout un peu très superficiel et pourtant nos problèmes ont des réelles complexités et on peut pas faire de la protection environnementale ou être plus solidaire avec le Sud global sans qu'on change des choses ici, et ces choses sont peut-être pas très agréables ou confortables sur première vue, et c'est ça cette complexité que je pense beaucoup de médias et les gens qui alors consomment, qui en fait font cette demande aussi vis-à-vis des médias n'arrivent plus à consommer ou à produire. Mais d'autant plus important le fait que le forum fasse des forums publics, aille aussi dans la profondeur des choses, et aussi la newsletter du Tageblatt Futures, ensemble avec Vocho, et puis pour entrer aussi dans la profondeur en fait de sujet. Voilà, je pense que ça c'est. Donc il reste des médias alternatifs ou des modèles ou des formats, ça s'appelle, alternatifs un peu pour entrer plus aussi en profondeur. Voilà, mais je voulais juste ajouter quelque chose à ta remarque. Oui, ça m'effraie aussi les articles sur RTL et tout ça, mais surtout les commentaires m'effraient encore plus. Voilà. Il ne faut jamais lire les commentaires, mais je crois que la critique média, on discutera dans une autre table ronde peut-être. C'est un sujet très important et les médias sont bien conscients qu'il y a parfois des choix difficiles à faire quand on écrit des articles et publie des articles sur les réseaux online, mais ça, on va en discuter une autre fois. Une dernière question que j'aurais avant de passer à la vraiment dernière question de ce soir serait comment vous voyez cette montée de droite qu'on voit dans tout le monde, parce que si on dit société civile et l'engagement de la société civile, on pense souvent à des engagements en faveur de l'humanité et des droits humains, mais il faut avouer qu'il y a bien sûr aussi des mouvements de l'autre côté. Est-ce que vous avez l'impression que ceci a aussi un impact sur le tissu de la société civile au Luxembourg dans ce moment ? Je suis trop néo-luxembourgeois pour pouvoir dire quelque chose. J'ai pas l'impression qu'il y a une grande présence comme en France, etc., de ces mouvements-là. Et c'est vrai que c'est intéressant comme question parce qu'on a toujours conçu la société civile comme progressiste et autres. Et puis il y a des citoyens qui disent, non, moi, l'avenir de la société, je le veux sans immigration, je me sens menacé, etc. Et donc c'est vrai que c'est assez interpellant sur la notion de société civile qu'on a. Je pense que effectivement, une initiative comme votre chose, c'est partager les mêmes valeurs en matière environnementale, de développement, d'intégration sociale et autres, et qu'il faut qu'on se renforce les uns les autres par rapport à ça, parce qu'on risque d'être un peu secoué. Mais il faut accepter qu'il y a des citoyens qui ont d'autres valeurs que les nôtres, et il faut les combattre, à mon avis, de manière pacifique et autre, bien entendu, et il faut être très attentif à leur montée, à leur imprégnation dans la société, et c'est pour ça qu'on doit faire corps et faire groupe au maximum, y compris avec des médias progressistes, ça c'est une évidence, c'est clair. Et aussi qu'on se positionne très clairement aussi face à l'extrême droite, face au fascisme qui est en train de monter, et qu'on nomme aussi les choses, et qu'on ne dise pas juste, voilà, on se met ensemble pour faire des choses ensemble, un monde plus juste, mais aussi qui finalement, qui sont nos ennemis, et donc ça c'est quand même... c'est la montée des fascismes, et quand on voit aussi l'impact, aussi je vais reparler des médias, mais aussi avec la mort de Quentin Manchin là, à Lyon, tout le bashing qui a été fait sur la gauche, sur les mouvements plus progressistes, antifa. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus fascisme il est que là parce que le fascisme est là, et donc le fascisme il est pas bien, donc l'antifascisme ne peut être que bien, mais tout en condamnant bien sûr tout type de violence que ça pourrait amener, mais maintenant on fait tout un drame autour de ça, sans mentionner tous les morts qu'il y a
de la part de ces groupes ultra de droite, fascisants, masculinistes. Voilà. Oh, maintenant, je vais encore me perdre dans tout ça. Mais Je vois, c'est voilà, un mais sujet qui te touche. oui, beaucoup. Donc voilà. Donc, et je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur non plus de se dire, voilà, nous sommes antifascistes, nous sommes contre cette montée de l'extrême droite, et qu'on le prône très, très ouvertement et fortement, seulement parce qu'il ne faut pas qu'on ait peur aussi de ces mots-là, et qu'on soit clair aussi là-dessus, que c'est pas une solution, tout simplement. Et qu'il faut qu'on amène un narratif et qu'on amène une envie aussi de s'engager auprès des organisations, parce qu'il y a une vraie alternative, parce que nous sommes une vraie alternative face à des politiques conservatrices, à des politiques régressives, à des politiques violentes, oui, voilà, déshumanisantes aussi. Il n'y a rien à ajouter, là, tout dit. Hein, donc, Très bien, si personne ne veut ajouter quelque chose, alors on va... Je voudrais Oui. juste... Ah, maintenant, oui, Non, ok. non, je crois que... Marc et puis Je crois David. qu'il faut, d'un côté, il faut dire, mais de l'autre côté, il faut aussi sensibiliser et dire, par exemple, les scouts du Luxembourg ont un programme d'éducation politique. Donc, nos animateurs sont formés par le Zentrum für politische Bildung, sont formés dans l'éducation politique. Donc je crois que c'est d'un côté on doit dire voilà, on n'est pas d'accord, mais de l'autre côté il faut aussi sensibiliser les gens qui nous sont proches à faire la même chose, et avec ceux où on partage les mêmes valeurs, à faire la même chose, à le dire. Je pense qu'un chemin pour lutter contre cette montée de l'extrême droite, c'est essayer de créer cette convergence des luttes. C'est un peu un terme vague et vaste, et peut-être aussi dans le contexte actuel très optimiste. Mais tu as parlé d'autres narratifs ou de narratifs alternatifs, et de les amener, mais vers où? Quelque part où des gens pensent qu'ils ont d'autres problèmes ou des problèmes plus importants, et il faut, je pense, il faut arriver à faire comprendre aux gens que le fait que toute une série des choses qui à l'époque étaient évidentes et omniprésentes, etc., dans leur vie, le fait qu'ils disparaissent, c'est le même système qui est en train de taper sur nous, c'est le même type de politique qui est en train de taper sur nous. Mais je pense que c'est aussi, si on parle de, je crois le mot a été dit déjà, c'est culture wars, où ça devient de plus en plus difficile d'aller vers quelqu'un qui a peut-être des problèmes de logement et des problèmes de payer à la fin du mois ses factures, et de dire en fait tu es dans le même bateau que le défenseur de droits humains de l'autre côté du monde que nous on soutient, et en fait là vos luttes se convergent parce qu'il y a tout un système, système c'est aussi très abstract, mais il y a le capitalisme dérégulé, le néolibéralisme sans limite, etc., qui fait que en fait vous êtes tous les deux victimes quand même d'un système mais ça devient difficile, je pense, de le faire, mais d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il faut retrouver un peu le chemin vers vraiment les gens dans leur quotidien. Et ça, c'est un peu une autocritique, parce que je sais au niveau de plaidoyer, en tant que responsable plaidoyer, et avec les mots que je viens de dire sur les médias, avec la complexification, nous on a tendance de parler en abstrait, de mettre des concepts comme convergence de lutte, etc., culture wars et blablabla, et donc on arrive parfois pas très bien à vulgariser ou à toucher les gens un peu là où ils sont.
Oui, je pense que créer des espaces de dialogue où on peut être ensemble et puis je pense que ça doit se faire aussi au niveau des territoires de manière beaucoup plus localisée, territoriale, toute cette idée de résilience territoriale, de se mettre ensemble finalement et de créer un dialogue, une cohésion sociale de nouveau pour que les gens de nouveau puissent parler, s'échangent et discutent ensemble et mettent en question en fait. Donc tout ça est très important aussi. Juste pour ajouter ma petite goutte au débat, il y a beaucoup de choses super importantes qui ont été dites sur ces thématiques-là. Vu encore une fois de mon regard belgo-français, puisque ma compagne est française, cette fameuse guerre culturelle, il y a des ennemis identifiés en Belgique. C'est un mec qui s'appelle Georges-Louis Boucher, du parti de droite, qui essaie de saquer tout ce qu'il peut saquer de ce qui a fait un peu la social-démocratie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En France, c'est le Front National. En Allemagne, c'est le parti d'extrême droite. Ici, j'ai pas l'impression, au Luxembourg, il y a un vague petit parti qui est un peu chiant. Mais il est là, hein, ils sont dans la... Et quand tu compares aussi le narratif aussi de ces députés, des plus jeunes entre les plus vieux, il y a quand même un vrai switch et les tout jeunes de adrénaline, ils sont costauds. Mais donc moi je les ai pas encore vus beaucoup, donc autant pour moi. Heureusement, oui. Voilà, exactement. Ils sont pas agréables. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est la manière un peu subreptice dont la société se droitise. Et un des éléments auxquels nous on est tous confrontés pour le moment, j'imagine, c'est la transcription en droit luxembourgeois de la loi asile et migration, la directive asile et migration au niveau européen, où effectivement, d'après nos analyses, on a la chance d'avoir Laura Zuccoli dans notre CA, donc ça aide énormément. On va beaucoup plus loin que la directive, et ça fait vraiment, c'est un problème à éliminer, quels que soient les droits humains, dans la manière dont on peut traiter les gens, etc. Et donc autant effectivement il y a des ennemis identifiés, mais j'ai surtout peur de l'effet un peu subreptice que ça peut avoir, la manière un peu insidieuse que ça peut faire évoluer à la fois les politiques et les mentalités. Et je pense qu'on doit être hyper vigilant sur ces questions-là. Et deuxièmement, on a évoqué la question du logement. Il y a un papier dans Le Monde qui est sorti il y a quelques semaines en disant le logement est une des raisons essentielles de la montée de l'extrême droite. Autant dire que au Luxembourg, s'il y a un problème numéro 1, c'est le logement. Et comment dirais-je, et là c'est vraiment un truc auquel on doit s'attaquer collectivement aussi, vraiment. Maintenant qu'on parle déjà du futur, j'aimerais finir avec l'avenir. En fait, on s'approche de la fin de notre débat. Et pour cette fin, j'aimerais terminer sur une note positive quand même, avec un dernier mot-clé. Je vais donc d'abord demander au panel, puis, si vous voulez, aussi au public, de répondre à la question suivante, mais en un seul mot. Et je suis très stricte, il me faut juste un mot. Que souhaitez-vous pour l'avenir de la société civile luxembourgeoise? Politisation. Révolution. Confiance. Énergie débordante, 2 mots, pardon. Ça, c'est 2 mots, donc on prend énergie. D'accord. Est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent en tête que vous voulez partager? Est-ce qu'on a des micros, peut-être qu'on peut faire passer? Vous recevez un micro. Participation. Merci. Très bien. Du bruit, d'accord, on prend ça aussi. Dialogue. Comment? Je n'ai pas... Dialogue. Merci. Redistribution. Action concrète contre la pauvreté et la misère, par exemple. Enfin, action contre... On le prend, c'est OK. Merci. Avec le public, je suis moins stricte. C'est juste avec le panel, je suis stricte. Parce qu'ils ont eu le temps de se préparer. Résistance. Moi, je crois qu'on a une belle sélection déjà. Je crois là, il y a encore une parole, un mot. Coopération. Merci beaucoup. Oui. S'il n'y a plus d'autres mots, je vous passe la parole quand même. Si vous avez des questions à notre panel, c'est maintenant le moment de les poser. Il y a 2 micros maintenant en route, même 3.
Donc, on peut redonner un à Magali. Michel, vous avez un micro? Non, vous pouvez partager. OK. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment maintenant. Oui. D'accord. Alors, allez-y. J'aimerais bien poser la question, quel peut être le rôle de la société civile face à la misère à Luxembourg? Michel Genet, par exemple, les gens qui sont dans la rue, dans la misère, qui n'ont pas la couverture universelle des soins, qui sont soignés donc, par Médecins du Monde, mais uniquement par eux, les gens qui sont à l'hôpital, qui doivent retourner à la rue, et le gouvernement, il fait quoi là-dedans? Quel peut être le rôle de la société civile par rapport à ces problèmes concrets à Luxembourg? J'y vais. Alors, tous ensemble pour la CUS, donc la couverture universelle de soins de santé, qui est un projet pour le moment qui n'est qu'à l'état de projet mené par le ministère de la Santé auquel Médecins du Monde et d'autres associations participent. La volonté politique telle que reflétée dans la déclaration gouvernementale et encore dans le plan pauvreté par la ministre Depré, c'est d'en faire une loi. Pour le moment, on est un peu dans l'expectative. Elle a commencé elle a engagé un consultant pour faire un peu le tour de tous les acteurs de la CUS. Et pour le moment, on n'a pas vraiment encore de retour de cette consultance-là. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui nous inquiète un tout petit peu, c'est que lors de ses déclarations autour du plan pauvreté, sur le volet santé, elle a répété donc, sa volonté de faire la CUS, mais elle a parlé de critères. Or, si on parle de couverture universelle de soins de santé, c'est qu'il ne faut pas trop de critères, justement. Donc, on a un tout petit peu peur de ça. Et donc, vraiment, c'est vrai que si on pouvait avoir l'ensemble de la société civile avec nous autour de la couverture universelle de soins de santé, je me tourne vers mes chers collègues, on est très demandeurs. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, après-demain, on commence un groupe de travail sur le sans-abrisme dans le cadre, justement, aussi de la suite de ce plan de lutte contre la pauvreté, puisqu'il y avait un big missing bloc qui était justement le sans-abrisme et le logement dans ce plan pour la pauvreté. On a compris, en tout cas les collègues de la FEDAS ont compris que ça devait arriver cette année, ce plan pauvreté, ce plan sans-abrisme, pardon. Et donc on va se concerter entre nous pour essayer d'avoir une position commune par rapport au sans-abrisme. Et vendredi, on a une réunion avec les collègues de la DRAIEC, puisque nous, ça fait un petit temps qu'on est actif à la VAC, Interaction, mais on n'est pas très satisfait des conditions d'accueil des gens. Ils sont parfois dans des dortoirs de 40 personnes, il y a des critères d'exclusion. Quand on leur donne un certificat de vulnérabilité, ils sont parfois refusés à l'entrée. Donc on a un peu l'impression que c'est vraiment le minimum réglementaire qui est fait pour éviter qu'il y ait un mort dans la rue et que ça déclenche un scandale politique. Mais pour le reste, il n'y a pas une vraie volonté de lutter contre le sans-abrisme. Donc pour nous, effectivement, et la CUS et cet enjeu de logement et sans-abrisme sont assez déterminants. Et c'est vrai que je crois que collectivement, ça vaut la peine que sur les deux dossiers, on s'unisse avec d'autres pour arriver à des conditions un peu plus acceptables pour les gens qui vivent en grande pauvreté. Je voudrais continuer sur ce que vient de dire Michel en ce qui concerne justement la VAC. Les associations qui y assurent en mission du gouvernement l'animation, aucune n'a jamais élevé la voix quant à des situations insatisfaisantes. Et je ne vais pas dire que ce soit les seuls qui sont ou bien financés, payés ou achetés. Parce que le financement, ça fait taire les bénéficiaires du financement. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus sérieux que ce qu'on peut penser de premier abord. J'ai essayé de contacter pour un appel au gouvernement certaines associations qui m'ont dit clairement on ne peut pas signer, même pas en nom personnel, c'est trop risqué pour notre association au niveau des financements. Ça pose quand même des questions. Qu'est-ce que c'est que alors la société civile? La société civile mandatée et financée par le gouvernement et donc achetée par le gouvernement. Et puis un autre aspect que je vais encore évoquer, c'est le 1% pour la coopération. Il a amené des players sur le terrain luxembourgeois qui n'avaient rien à voir avec ce terrain luxembourgeois, mais qui se sont rendus compte qu'il y a 1%
autant en prendre une partie. Et c'est pas difficile. Vous créez une ASPL, il faut être 2 ou 3, et hop, vous pouvez avoir des projets intéressants, je ne mets pas en doute. Mais quel est le lien de ces opérateurs avec la société du Luxembourg? Je crois que la plupart des associations qui travaillent dans le domaine de la coopération sont bien impliquées dans la société luxembourgeoise. Et cette importe d'acteurs, soi-disant de la société civile, ça pose quand même aussi à moi, ça me pose quelques questions, parce que ceux-là n'ont aucun problème de se faire acheter. Est-ce qu'il y a des réactions? Moi j'aimerais juste mentionner une petite chose encore qui n'a pas vraiment, c'est pas une réaction, hein, mais c'est juste les voix qu'on vient d'entendre, qui sont des voix très importantes. C'est beaucoup de voix masculines. Moi, j'aimerais bien qu'on entende aussi des femmes. Déjà, merci à Isabelle, mais je suis la seule femme à être ici. Et c'est quand même les femmes aussi qui font vivre la société civile et les organisations et la société. Donc, si on peut aussi, juste en prenant en compte, quand le micro circule, d'entendre aussi les femmes, je serais vraiment très très contente. Merci. Sans mettre en doute ou en minoriser, non ça marche pas, hein. Minimiser les voix masculines, mais faisons aussi entendre les voix féminines. Hier c'était la journée des droits internationaux des femmes, donc on a pris nos paroles, mais continuons aussi à le faire à d'autres journées. Pas de problème Magali, mais je crois Michel, tu voudrais réagir. Sur le premier point, c'est un vrai enjeu, effectivement. Si on voit la DRAEC vendredi, c'est un peu pour ça. C'est parce qu'ils nous ont dit vous faites beaucoup de bruit, mais nous, on agit par derrière. Et donc, on s'est dit voyons-nous, essayons d'harmoniser. On a peut-être des tactiques différentes, mais manifestement, on a la même vision, on a la même... peut-être pas stratégie, mais en tout cas, oui, on a la même vision. Et donc, essayons de nous parler pour essayer que le travail que vous faites dans vos dialogues avec le ministère et nous, le bruit qu'on essaie de faire en tant que médecins du monde, on soit un peu plus articulé. Donc, c'est la réponse qu'on a eue. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est une observation que je fais. Je trouve qu'après un an, je suis un peu malvenu en tant que non-luxembourgeois de faire cette remarque-là, mais c'est une remarque que j'entends de mes collègues au sein de Médecins du Monde, de dire on a un peu l'impression qu'effectivement, les associations ont tendance à ne plus être aussi virulentes qu'elles pourraient l'être, en tout cas, de par le fait qu'elles sont financées. Mais je laisse la parole aux luxembourgeois qui sont plus fidèles à ça. Sur le deuxième point, nous, puisqu'on se pose la question de se lancer à l'international, y compris avec les collègues du réseau, il y a maintenant cette nécessité de mener 3 projets pendant de minimum 1 an avant d'avoir l'agrément du ministère des Affaires étrangères, et l'ancrage luxembourgeois doit être très présent. Donc je pense que là, on lutte un petit peu contre les dérives que vous avez mentionnées. Mais par contre, je suis curieux d'entendre les collègues sur... Je crois que David est prêt de prendre la relève. J'essaie de répondre parce que je ne sais pas. C'était pas une vraie question, donc je vais faire une sorte de commentaire. Mais Serge, je pense que je suis d'accord avec mon peu de temps que je passe au Luxembourg dans ce secteur en tant que professionnel. Oui, certainement, le fait que le Luxembourg a toujours maintenu un budget conséquent pour l'APD a certainement, probablement attiré peut-être des organisations qui n'auraient pas simplement implanté ici au Luxembourg. Pour moi, d'autant plus, il faut faire cet effort de politisation de ce travail en réseau dans lequel, au moins au niveau de la STM, mais aussi, je crois, beaucoup d'organisations s'investissent quand même considérablement. Donc, je pense qu'il faut là où on peut essayer de se connecter avec, entre guillemets, ces nouveaux arrivants ou ceux qui ne sont pas trop implantés dans la société civile luxembourgeoise, parce que de toute façon, je ne pense pas qu'on on devrait pas prendre l'argument en inverse en disant que ah oui, alors on abolit l'1% parce qu'après
tous ceux qui ne sont pas engagés politiquement ou implantés et font partie du tissu social ou associatif au Luxembourg vont alors partir. Et je sais que tu ne voulais pas dire cela, mais donc je pense que c'est peut-être aux organisations qui alors sont implantées, qui ont les contacts politiques, qui ont des réseaux ici au Luxembourg, d'essayer de travailler avec ces organisations, mais je suis aussi pas naïf et je sais que il y a certainement aussi des obstacles ou des réserves par rapport à de telles démarches, et je crois on le sent parfois dans notre travail en réseau. C'est difficile de mobiliser certains acteurs sur des questions plus politiques ou sur des prononciations ou des prises de position publiques vis-à-vis de leurs bailleurs de fonds. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que déjà notre slogan était sans société civile, pas de démocratie, mais la démocratie n'est pas gratuite. Donc c'est à l'État d'assurer aussi un financement ou les moyens au moins pour qu'une société civile diversifiée, pluraliste, etc. puisse se développer. Donc je pense qu'il faut faire comprendre à ceux qui ne l'ont pas encore compris que prendre de l'argent public pour défendre la démocratie et nos valeurs humanistes universelles communes sur lesquelles on pensait savoir accorder dessus, qu'on essaye de les défendre avec cet argent-là, et ça signifie de prendre la parole quand il y a un risque qu'ils ne sont plus défendus par nos décideurs politiques. Je crois qu'il nous reste le temps pour une question, peut-être deux. Oui. Alors, on prend les deux questions qu'il y a encore dans la salle, et puis il faut malheureusement clôturer notre soirée, mais on prend les deux questions. Donc, vous commencez là-bas. Alors, bonsoir. Merci pour les interventions et pour la table ronde de ce soir. Ça fait depuis 2009 que je travaille dans le secteur des ONG. Peut-être ce que je vais dire ce soir, je vais encore me faire encore moins d'amis qu'avant, mais voilà, c'est comme ça. On a tendance, en fait, quand on travaille dans une ONG, à se dire qu'on est toujours du bon côté de l'histoire, hein, et que tout ce qu'on pense et que tout ce qu'on dit, c'est le bon. Alors, moi, après, je viendrai avec une question très concrète. Je pense que ce que j'ai vu, moi, c'est des remises en question. En fait, la démocratie, c'est aussi une question de gouvernance. Et en tant que société civile, on se doit aussi d'avoir une gouvernance qui respecte les gens et aussi qui sait aussi gérer des fonds. En fait, c'est important. Si on veut avoir une parole légitime dans la presse et au sein de la société civile, il faut être crédible en interne. Je trouve toujours très particulier que les gens font des commentaires sur la question de Caritas sans se remettre en question en tant qu'organisation de la société civile. Je trouve ça dommage. Je suis une ancienne employée de Caritas. Donc je pense que ce qui a joué beaucoup dans cette affaire, c'est une problématique de gouvernance en interne. Bien sûr qu'il y a eu une crime, hein, c'est une fraude, mais il y a aussi un problème très grave de gouvernance en interne. Alors nous savons tous, et je pense dans cette salle aussi, que la grande majorité des ONG ont des conseils d'administration très vieillissants, avec des structures très patriarcales et très archaïques. Donc, il ne faut pas peur de se remettre en question. Et je me pose la question, parce qu'effectivement, on dit toujours, enfin oui, l'extrême droite, elle avance, elle avance, elle avance. On a une responsabilité dans ça. Chacun d'entre nous, chaque ONG doit se poser la question de la façon qu'on communique et de la façon qu'on lance des messages dans la presse ou dans les manifestations. Tout le monde a sa responsabilité. Maintenant, moi, je vais poser une question aux plus jeunes, puisque voilà, David, c'est comme ça. Voilà. Est-ce que il y a aussi la question de la démocratie et qu'effectivement les jeunes, comme elle fonctionne aujourd'hui, les partis politiques, les voix. Est-ce que vraiment cette structure-là, on pourra encore continuer à la voir à l'avenir? Est-ce qu'elle ne doit pas être réformée
en même temps reformer aussi les ONG. Voilà, mais évidemment, notre participation, elle est importante si l'État veut le reformer. Mais voilà, est-ce que tu trouves vraiment que les ONG, dans l'état actuel des choses, puisque tu le vois dans une phase bien différente de la mienne que j'ai vue, enfin, est-ce que je veux le voir encore à l'avenir, je ne sais pas. Est-ce que tu crois vraiment qu'on peut continuer à faire le même travail qu'avant, avec les mêmes messages qu'avant, pour contrer la problématique qu'aujourd'hui, elle est très grande, hein, en fait, hein, parce que vous l'avez mentionné, climat, extrême droite, enfin, la presse qui ne fait pas forcément son job, désolé Tagablat, mais c'est comme ça. Pas de problème. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut continuer comme ça, franchement? David. Merci. Merci pour cette question. À la fin de la soirée, j'essaie de retrouver toutes mes énergies pour y répondre. Honnêtement, donc tu as dit que je suis le plus jeune sur le panel et je suis né ici au Luxembourg. J'ai fait mon lycée et mon école à l'est du pays, près de Sternach. Donc, comment dire, tous mes amis du lycée sont des luxos de souche, je crois, c'est le terme. Ouais, hein, et moi, je vois que plein d'entre eux ont fait des parcours très classiques. Certains ont fait des parcours un peu plus exploratoires et sont revenus vers le Luxembourg. Et après, en fait, avec tous ceux, j'ai énormément de mal de parler sur ce que je fais et ce que je défends. Et donc, si avec la même éducation et disons le même... le même départ socio-économique, au moins mes proches amis, je sais qu'ils étaient sur cette même base de départ. Si je n'arrive pas à les convaincre pourquoi je lutte pour tout ce qu'on vient de discuter ici ce soir, oui, j'ai mes doutes de si on peut continuer faire le travail comme on le fait maintenant. Est-ce que j'ai une vraie réponse sur comment le faire autrement? Pour le moment, honnêtement, pas. J'essaye de ne pas simplement, parce que ça, je vois quand même aussi, quand je suis parti après à l'international, il y a des groupes qui se forment très très vite et il y a un désengagement très très vite de gens qui font pas partie de la même bulle. Et je crois que ce qu'on observe dans la société, c'est vraiment un peu ces bulles, ces echo chambers, aussi à cause des technologies digitales aujourd'hui qui nous permettent de rester un peu dans ces boules ou qui nous forcent de rester dans ces mêmes bulles. Et donc, non, comment dire, je vois, oui, des problèmes avec comment continuer de travailler de cette manière, parce que je pense qu'on va se faire frapper dessus de plus en plus. Et au moins, si je parle vraiment de mon contexte luxembourgeois, moi je vois très peu de personnes qui me défendraient ou défendraient ce dont je lutte, ou comment dire, donc ça me pose plein de questions sur comment continuer à travailler, comment trouver des manières de s'engager, de travailler, de connecter avec les gens autour. Ouais, ça pose plein de questions. Je pense que la question de la gouvernance est très très importante. On n'en a pas parlé maintenant, mais effectivement, on pourrait encore refaire quelque chose sur la gouvernance, revoir nos systèmes de gouvernance, parce que finalement, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Anna. Il faut qu'on mettre en question nos systèmes de gouvernance, parce qu'on ne peut pas continuer, on peut pas fonctionner de la même manière qu'on avait il y a 50 ans, il y a 80 ans. Il y a beaucoup de modèles de gouvernance qui sont beaucoup plus agiles, qui sont beaucoup plus adaptés, qui sont beaucoup plus inclusifs aussi, qui ne reflètent pas les mêmes systèmes qu'on essaye de déconstruire. Donc effectivement, la gouvernance est un énorme chantier.
Et je pense que ce chantier-là, il faut aussi que les organisations le prennent à cœur et commencent à y travailler sans forcément avoir un gouvernement qui leur exige un type de gouvernement. Et je pense que la loi ASBL aurait pu être beaucoup plus intéressante en commençant à mettre commençant à mettre en place aussi des modèles de gouvernance qui sont beaucoup plus intéressants. Et voilà, et je pense que c'est un vrai sujet et un vrai chantier, et je pense que ce serait bien que le forum organise une prochaine soirée pour qu'on parle de gouvernance, parce qu'on serait très intéressé à parler plus de gouvernance. Et un autre forum aussi sur la question soulevée sur le fait est-ce qu'il faut que vous évoluez en tant qu'assos ou ONG, etc. Je pense que le vrai risque, c'est qu'on devienne irrelevant, qu'on soit indifférent à notre égard, en disant oui, c'était bien. C'est aussi un peu le fruit d'un modèle. On est tous plus ou moins nés à la fin des années 60. MDM, c'est 80, mais c'est suite à MSF en 70, Greenpeace, c'est 70, etc. Et donc oui, il y a un vrai risque qu'on devienne irrelevant et qu'on soit, que tout ce qu'on dit, ça soit dans une indifférence polie. Et donc c'est vrai que ça nous interroge énormément parce qu'on est un peu dans un mode survie par ailleurs. On règle de problèmes de plus en plus conséquents et je peux vous dire que les personnes qui viennent dans nos permanences, dans les casos, c'est des cas de plus en plus complexes et compliqués, etc. Donc on est pris par ça, on est pris par les enjeux de survie de nous-mêmes, et puis c'est vrai que la portée de notre voix et notre relevance, elles sont en jeu, c'est évident. Donc ça vaudrait vraiment un deuxième forum, c'est clair. Troisième après, celui sur la gouvernance. Oui, moi je crois qu'en fait, on ne doit pas attendre à ce qu'il y ait un changement au niveau politique, que quelqu'un vienne chez nous en disant voilà, maintenant c'est comme ça qu'il faut s'organiser. Moi je crois que que les conseils d'administration ont un problème, souvent ont un problème du courage de participation, de laisser participer peut-être un jeune qui a d'autres points d'intérêt et d'écouter leurs membres. Je crois que c'est ça un peu le problème, souvent. C'est le courage de s'ouvrir et de peut-être laisser sa place à un autre qui a d'autres idées. Merci. On avait encore une question. Je vous prie juste de formuler peut-être très concrètement la question tout de suite. J'essaie d'être bref. Merci beaucoup. Désolé, je ne suis pas une dame, mais j'essaie quand même d'exprimer... On prend quand même la question. Voilà, quelque chose d'assez neutre. Donc, en fait, j'ai un petit commentaire. Moi, j'aimerais mettre en avant que je trouve une ASBL, donc n'importe quelle organisation, devrait avoir une mission très concrète. Donc, pas trop élargir. Pour moi, je pense que c'est important qu'on devienne spécialiste sur un sujet. Et donc là, sur ce sujet, on peut évidemment avoir une opinion très ferme, mais ça doit être, à mon avis, neutre et justement pas trop politisé. Ça m'a, interpellé vos éléments. Je trouve pour politiser, donc... alors, si on veut faire de la politique et potentiellement sur plusieurs sujets, alors est-ce que c'est pas mieux d'ouvrir un parti politique? Et c'est ça la question? Bon, si on prend peut-être un commentaire du panel et puis vous pouvez boire un verre ensemble et en discuter, mais je prendrai un commentaire. Je crois David est déjà en position. Donc, on prend David, si vous êtes d'accord, ou Magali, toi, tu veux peut-être... D'accord, Magali est pour le verre et David nous donne son avis. Donc, moi, j'ai fait des études interdisciplinaires, donc je suis très loin d'être un expert sur quelque chose et je pense savoir ou connaître quelque chose différent ou de différentes choses, disons. Et ma réponse à ça, c'est que je pense une grande critique du pouvoir ou l'abus du pouvoir, c'est que le pouvoir se manifeste dans différentes formes. Et un pouvoir, c'est cette expertise, et je ne veux pas dire qu'il ne faut pas devenir maître ou expert sur quelque chose pour alors vraiment bien avoir
disons, bien analyser le problème et après formuler des propositions de solutions et blablabla. Mais je pense que les connaissances ou le savoir ou la savoir expert, c'est quelque chose qui est mobilisé énormément dans la politique. En fait, on nous met face à des économistes qui apparemment sont neutres ou qui ont des calculs statistiques qui démontrent énormément de choses. Et si on va derrière les statistiques, c'est des choix idéologiques, politiques, qui définissent quelle variable est pondérée, de quelle façon, etc. Donc, je suis d'accord qu'il faut connaître ces sujets et analyser les problèmes, essayer de les comprendre, essayer de les comprendre aussi de manière participative. On parlait tout à l'heure d'essayer de reconnecter avec nos communautés. Donc, je pense qu'il y a toute une série de manières pour essayer de développer ces connaissances sur quelque chose. Mais je pense que d'essayer de devenir expert neutre sur un truc et alors faire des commentaires dépolitisés, je pense simplement, c'est ma vue, c'est pas possible. Dans le contexte de sciences humaines, de politique de notre société. Michel, vous pouvez encore ajouter quelque chose, gentil. Très brièvement. Juste rapidement, comme je le disais tout à l'heure, MDM, on agit et puis on porte une voix. Et donc, moi, j'entends dans votre question le côté, mais agissez, mais ne portez pas de voix. C'est ce que j'entends dans votre question. Et donc, en soi, ça, je trouve assez légitime comme remarque. Néanmoins, je crois que ce qu'on constate, nous tous, dans nos activités, c'est que les institutions, le public qu'on essaie d'aider, c'est parce que les institutions ne remplissent pas leur rôle, que ce soit au niveau de l'État, dans mon cas, tout ce qui est santé publique. Dans le cas de Magali, environnementalement, c'est le marché qui n'inclut pas le long terme, etc. Et donc, je trouve qu'on se sent un peu l'obligation de dire, oh, là, il y a quand même un petit souci, et nous, on veut bien continuer à trimer pour aider des gens dans des cas difficiles ou à se battre pour essayer de sauver l'environnement, mais à un moment donné, il faut aussi que ça devienne un débat sociétal. Alors, le débat, on le prend ou pas, les partis politiques s'en imprègnent ou pas, ça, c'est leur totale liberté, mais je crois que c'est vraiment très difficile de ne pas aller plus loin. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je comparais MSF en 70, c'est Kouchner qui crée MSF, le Biafra, etc. Et puis en 80, c'est aussi lui qui crée Médecins du Monde. Pourquoi ? Parce que c'est les boat people. Il va frapper à la porte de MSF en disant, les gars, il faut qu'on aille les aider, mais il faut qu'on fasse du bruit, c'est inacceptable ce qui leur arrive. MSF, toujours dans la vieille tradition Croix-Rouge humanitaire, dit non, nous on ne dit rien. Et c'est pour ça que Kouchner crée Médecins du Monde. Puis entre-temps, MSF a évolué, etc. Mais je crois que ce à quoi on est tous confrontés, c'est des déficiences des institutions, des déficiences de la société. Et c'est très difficile de ne pas dire, oh, on a un petit souci là, il faut peut-être essayer de faire bouger les choses. Donc voilà, c'est peut-être une réponse à votre question. Donc, avant d'aller boire un coup, tous ensemble, j'aimerais aussi profiter de l'occasion de revenir à quelque chose que Magali vous a déjà dit. Et j'aimerais mentionner le newsletter Futurs du Tageblatt, notamment, en collaboration avec Vocho. Si vous êtes intéressé par des essais tournés vers l'avenir, plutôt issus de la société civile, vous pouvez vous abonner au newsletter gratuitement. Nous avons normalement mis à votre disposition, il y a mon collègue Tom là au bar, un flyer avec un code QR que vous pouvez scanner et vous abonner à notre newsletter. Je tiens aussi quand même à remercier le forum pour m'avoir invité à animer cette discussion, le panel pour son expertise, les rotantes pour avoir accueilli l'événement et bien sûr vous, le public, pour sa participation. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.